Et bonsoir à tous, c'est Redcov, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la tier list des animes été 2024, donc des animes que j'ai vus, auxquels on va en parler, auxquels je vais après classer, vous connaissez la chanson pour ceux qui me suivent par rapport à ça. Donc c'est bien évidemment, ce sont des avis subjectifs qui me concernent mon ressenti, donc ne venez pas cracher comme certains essayent des fois de faire, parce que voilà, c'est mon propre avis, je respecte les vôtres, je respecte... Vous pouvez respecter les miens dans la bonne humeur pour partager la passion des animes. Donc on va commencer tout de suite et à la fin on classera le meilleur anime selon moi de cet été 2024 et voilà, ça sera ça globalement pour ceux qui connaissent. Donc on commence avec 2,5 Dimensional Seduction. Donc en gros on suit le président du club de manga dans un lycée, Okumura, et qui un jour, lui déteste, on va dire, les femmes 3D, préfère les femmes 2D dans les animes et tout. Et le truc, c'est qu'un jour, une cosplayeuse de son personnage favori dans son œuvre favorite, donc Liliel, une personne qui va débarquer et qui fait du cosplay de Liliel. Donc ça fait qu'il est perturbé. Voilà, on va dire, il est perturbé par rapport à ça. Et ça fait qu'il va devenir un peu le photographe officiel de cette cosplayeuse. J'ai plus le nom, excusez-moi. C'est pas mauvais. Franchement, j'ai bien aimé. Au début, j'avais un peu peur parce que, bon, Lilia est un personnage, on va dire, un personnage d'un anime ecchi. Je me suis dit, bon, on va y avoir l'ecchi. Est-ce que ça va être très abusé ou pas du tout? C'est pas vraiment abusé, il y a 2-3 petites blagues traditionnelles du ecchi, mais c'est très centré sur le cosplay, sur on va dire les fins fonds du cosplay, le fait de faire des cosplays, le fait de se faire photographier, le fait d'aller dans des conventions. Après j'ai aussi appris l'existence de genre de CD, de DVD, de cosplayeuses, certains sont plus ou moins érotiques, qu'on apprend que donc il y a des trucs comme ça. Ça fait qu'on va suivre après notre cosplayeuse qui va aller dans des conventions avec son personnage de Lilia, rencontrer d'autres cosplayers qui sont plus ou moins sympas envers elle ou envers le monde du cosplay ou les autres cosplayers, etc. Et ça fait que c'est très prenant, c'est quand même une histoire qui est très prenante avec de la romance qui va bien sûr s'accentuer au fil des épisodes. Et après ouais, c'est assez prenant de voir un peu comment évoluent nos personnages et tout, moi j'aime beaucoup. Et après l'animation, bon l'animation reste classique, il n'y a pas de combat et tout ça, donc on va dire il n'y a pas une puissance phénoménale comme dans on voit certains animes, mais l'œuvre est vraiment pas mal, franchement j'apprécie. Donc là il continue encore pour automne, donc je vais suivre bien évidemment comment ça évolue, mais au début j'avais peur que ça soit vraiment un truc genre full ecchi ou franchement c'est juste pour mettre la main dans le calbar, et en fait pas du tout, c'est vraiment centré sur le cosplay. C'est un peu plus érotique parce que voilà, on est sur du cosplay de personnages ecchi, mais voilà, c'est très centré sur le cosplay, sur le monde du cosplay, comment les gens s'habillent, les ressentis. Après on suit d'autres cosplayers pareil, qui sont plus ou moins amis avec nos protagonistes, qui voilà vont avoir on va dire leur désir dans le monde du cosplay, leur histoire et tout. Et moi en tout cas je trouve ça très sympa. Donc personnellement je le mettrais dans sympa pour celui-là. Donc là on attaque Atri. Donc Atri, si vous voulez, de base c'est un visual novel que je connaissais pas, hein. Je connaissais pas que c'était un visual novel. Et en gros on suit l'histoire d'un mec qui a perdu sa mère et une de ses jambes, donc il est handicapé. Dans un monde où il y a une grosse montée des océans et une bonne partie de la population mondiale, genre de la civilisation, a été engloutie sous les eaux. Et bon, nous ça se sent sur le Japon, bien évidemment, c'est japonais, c'est une œuvre japonaise, donc ça se passe au Japon. Et en gros, le mec retourne dans sa ville natale, en bord de mer, et bon, c'est quelqu'un qui est endetté et tout, et va trouver des trésors dans la mer. Son but c'est de trouver des trésors, et à un moment il retrouve on va dire le trésor de sa famille, et en fait on découvre Atri qui est une sorte d'humanoïde. Et en gros on est sur une histoire de... Voilà, bon, il y a de la romance, c'est du drama, du slice of life bien évidemment. Mais voilà, ça va être centré sur ces deux personnages-là qui vont voilà, se connaître, surtout que voilà, notre protagoniste va essayer de comprendre pourquoi c'est un trésor familial, cette fille humanoïde.
qui elle est vraiment, est-ce qu'elle ressent est-ce qu'elle a vraiment des sentiments, parce qu'elle montre énormément d'émotions par rapport aux autres androïdes que le monde avait connus. Est-ce que c'est vraiment une androïde, etc. Donc c'est une œuvre avec du drama, voilà, avec des moments durs, des moments très touchants. L'intrigue, par moments l'intrigue je me faisais un peu chier parce que des fois il y a des épisodes où on va dire pas il se passe grand chose, mais tu sais, genre il vit la belle vie, avec de temps en temps un petit peu de drame qui arrive dans l'épisode. Mais on est sur une histoire qui est quand même assez prenante sur notre protagoniste, ses peurs, ses pensées. Pareil pour Atri qui voilà, est une humanoïde, donc le but d'une humanoïde c'est de servir les humains, donc essayer de les satisfaire, mais en même temps il y a des émotions qui jouent en jeu, il y a des doutes par rapport aux humains concernant Atri, etc. Donc aussi comme on est un peu dans un monde post-apo, donc c'est un peu vicieux. Bon après c'est un monde post-apo, mais on va dire les nations existent toujours, c'est juste qu'une partie, voilà, une partie des, on va dire, des territoires de chaque nation a été pris sous les eaux. Mais voilà, c'est juste, ça apporte des difficultés dans le monde, mais c'est pas non plus post-apo, il n'y a plus de nations, tout le monde se tue entre eux, ce genre de truc. Donc j'ai regardé, malgré le fait que quelques épisodes étaient chiants, pour ma part je le mettrais dans sympa, et en plus on est sur une animation qui était vraiment cool. Mais voilà, pour de l'anime, on va dire comédie, romance, slice of life, drama, franchement c'est du sympa pour ma part. Donc là on attaque Boku no Tsuma wa Kanjuganai. Donc en gros on suit Takuma qui décide de prendre un robot ménager pour, je veux dire un robot, un androïde pour les tâches ménagères, parce que c'est quelqu'un qui est très feignant, qui boit beaucoup aussi. Alors, plus un alcool du genre ça le met à terre, quoi. Il a pas un alcool mauvais, hein, c'est juste que comme voilà, il travaille dans les bureaux, etc. Bah, on a la tradition japonaise qui prend qui s'éclate la gueule à coups de bière, de canettes de bière. Et donc en gros, il prend Mina et en fait, il va, on va dire, tomber amoureux, vu que c'est quelqu'un qui vit seul, qui est très seul, va tomber amoureux de cet androïde. Ce qui va amener, alors au début j'étais un peu sceptique, j'étais en mode ouais c'est un peu bizarre de tomber amoureux d'un android et tout, et ça fait qu'il y a aussi Mina, cet android qui va essayer de comprendre un peu les pensées de Takuma, et qui va aussi essayer de comprendre un peu tout ce qui est relation, on va dire relation, tout ce qui est amour, tout ce qui est sentiment qu'elle n'a pas parce que c'est une android et que les humains eux ont. Et c'est une histoire romance. Il y a un peu de comédie, mais la comédie elle est légère, c'est pas un truc à vous faire rigoler, éclater par terre. Mais pour une romance, je trouve c'est bien amené. C'est un peu bizarre, je dis pas le contraire, c'est bizarre. Parce qu'avec Mina, qui a pas de sentiments, hein, vu que c'est une androïde. Après, on découvre qu'il y a d'autres androïdes, d'autres marques, ou de façon plus évoluée, qu'eux peuvent exprimer des sentiments et tout. Mais voilà, pour Mina, c'est quelqu'un qui est très froid, qui n'a pas d'expression faciale. Donc c'est assez bizarre quand même. Mais voilà, c'est une histoire qui on va pas dire prenante, mais qui est intéressante. On va dire, voilà, on peut s'intéresser à cette histoire, voir comment ça évolue. Et franchement, non, on va dire la romance, la relation entre nos deux protagonistes, je trouve qu'évolue bien, qui part pas trop en couille. Donc non, je trouve ça sympathique et tout. Et il y a des petites touches de comédie qui rajoute des points, on va dire, par rapport à l'œuvre. Et ça, j'avais apprécié. Donc, pour le coup, celui-là aussi, je le mettrais dans sympa. Donc là, on attaque Bye Bye Earth. Donc, c'est un anime où, en grosso modo, on est dans un monde où la population a des caractéristiques animales, genre, je sais pas, ressemble, genre, on va dire, à des oreilles de chat, à des oreilles de lapin, à des cornes de mouton, ce genre de trucs, genre, où il y a des sirènes. Homme ou femme, hein, ça dépend. Et en gros, on suit Belle, qui en fait est une humaine, toute simple, et qui est, on va dire, la seule dans ce monde. Donc, dans le synopsis et dans on va dire, le thème principal, c'est son voyage, pour essayer de découvrir s'il y a d'autres personnes comme elle. Le problème, c'est que dans l'anime, alors je sais pas si disent en origine c'est le light novel, donc si certains ont lu le light novel, si vous pouvez m'apporter des précisions. Le truc c'est que je me dis oh c'est cool, c'est un voyage. Moi j'aime beaucoup les animes comme ça où il y a de l'action, de l'aventure, du drame, du fantasy.
où il y a de longs voyages. J'adore parce qu'on voit toute une évolution et avec les voyages qu'il apporte. Le problème, c'est que dans l'anime, elle arrive dans une ville. Au début, on voit elle tue un monstre dans un village et tout, et en fait, elle arrive dans une ville où il y a une sorte d'être divin, genre un peu un dieu avec une sorte d'arbre qui m'a l'air d'être une divinité, ce que j'ai un peu compris. Et le truc, c'est qu'elle reste bloquée là tout le long de la saison. Elle reste bloquée là. Après, elle va découvrir d'autres personnes avec qui elle va bien s'entendre et tout. Il y a aussi une sorte de lapin qu'elle sauve, qui après un lapin humanoïde humain, mais avec des oreilles de lapin, qui a l'air extrêmement fort, qui va la protéger à tout prix. Et le truc, c'est que en fait, elle reste bloquée dans cette ville et elle va faire des quêtes pour avoir une épée en son nom, parce qu'en fait, elle a tué son maître parce que pour son voyage. Et le truc, c'est qu'elle n'arrive plus à trancher les ennemis, et donc ça fait qu'elle est très traumatisée par rapport à ça. Elle peut juste utiliser une épée, mais genre c'est juste comme une arme contendante, tu vois, elle ne tue pas. Et le truc, c'est qu'elle essaie d'avoir, de ce que j'ai compris, une nouvelle épée avec un nom, parce que dans l'œuvre, il y a les épées, genre il faut avoir des épées avec des noms pour avoir une puissance phénoménale. Et le truc, c'est qu'elle va partir en guerre contre des rebelles ou contre des entités maléfiques qui corrompent les gens, qui les transforment en zombies, monstres, etc. Il y a même des armes maudites qui transforment les gens. Et le truc, c'est qu'en fait, on suit ça. On suit, on va dire, ces batailles, sachant qu'ils font des batailles comme des orchestres. En gros, il y a le chef d'orchestre, il y a on va dire, il y a ceux qui vont attaquer, défendre, mais ils ont des rôles, des noms on va dire, de membres d'un chef d'orchestre, d'orchestre, ce qui est un peu bizarre, on va pas se mentir. Donc ça fait quand l'orchestre, il y a beaucoup trop de pertes et que ça commence à, le rythme, on va dire, commence à se déstabiliser, ils vont perdre, etc. C'était un peu, ça c'est super bizarre ce truc, et ça fait que j'étais là en mode, c'est con parce que il est où le voyage ? On ne trouve pas le voyage. Et je dis c'est con parce que les personnages sont très intéressants. Il y a beaucoup de drama, c'est un anime où il y a beaucoup de drama, c'est très dystopique et tout. Et je me dis, où est le voyage ? Les personnages sont hyper intéressants, que ce soit notre protagoniste, il y en a même un autre où il est très maudit, et qui d'ailleurs, les deux sont, on va dire, plus ou moins amoureux, si on peut dire ça. Et les personnages, voilà, très bonne interaction. Bon, l'action, l'animation avec les combats, c'est sympa, mais c'est pas non plus extrêmement poussé comme certains animes où l'animation elle nous abat, genre sans prévention, tu vois. Genre, tu te prends une balle comme ça parce que l'animation elle était dingue. Mais l'animation, on va dire, elle est sympa, mais c'est pas non plus un truc qui est genre ultra méga poussé. Mais c'est super regardable, quoi. Mais voilà, il n'y a pas ce voyage. Il manque ce voyage, et ça fait qu'à cause de ça, je suis mitigé. J'ai envie de dire, c'est sympa en soi avec les personnages et tout, mais il manque ce voyage, et ça fait que t'as l'impression que l'histoire n'avance pas. Donc pour le coup, je le mettrai dans 100 plus pour celui-là, malheureusement. Peut-être que la suite pourra me faire changer d'avis, mais pas pour le début en tout cas. Donc là, on attaque Gigi Harem. Donc en gros, on suit Eiji, un élève du club de théâtre, et a toujours déliré d'avoir son propre harem. Et en fait, il va faire la rencontre de Rin, qui est en fait une excellente comédienne, qui va rejoindre ce club de théâtre, et qui est très forte pour faire différentes personnalités de personnages. Donc ça fait, vu qu'elle est amoureuse de Eiji, elle va lui jouer, genre, je sais pas, la tsundere, la fille froide, la fille joyeuse, celle qui est tête en l'air, on va dire, clichés de personnages féminins dans les romances, ou même qu'on connaît, on va dire, les stéréotypes de personnages féminins dans les animes. Et le truc, c'est qu'elle est amoureuse d'Eiji, mais elle voudrait que Eiji tombe vraiment amoureuse de Rin, sans qu'elle se cache, on va dire, derrière ses masques, ses personnalités, pour plaire à Eiji. Ce qui va se passer, hein, bien évidemment. Et que d'ailleurs, plus on avance, moins elle utilise ces facettes-là. Même après, ça va très évoluer, parce qu'au début, ils sont au lycée. Après, ils vont être à l'université, et après, en dehors de l'université. Et à la fin, on connaît le bonheur. On est heureux à la fin. Non, en vrai, c'est un excellent comédie, romance, school life.
Je vous le conseille fortement de le regarder. C'est très prenant. Après, c'est des épisodes de 24 minutes. Je trouve dommage, ça aurait pu être des épisodes de 12 minutes, ça aurait été parfait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est plein d'histoires. C'est pas genre une continuité d'un anime de romance comédie. Ça se suit, mais c'est plein d'histoires en fait. C'est plein d'histoires comme ça et qui après font évoluer. Et ça se sent au début, hein. Ça sent au début que c'est des morceaux d'histoire en fait. C'est une histoire, voilà, la rencontre, puis après il y a une petite histoire comme ça, puis une autre histoire qui s'enchaîne. Et plus on s'enchaîne, plus ça arrive dans la romance. C'est pas les animes où on va dire il y a tout un arc, si on peut dire ça, d'arc en arc. Là c'est histoire par histoire. Mais j'ai énormément aimé. Franchement, c'est vraiment très kiffant à regarder. Pour ma part, à regarder absolument. Et je vous conseille d'aller regarder Gijira. Donc là, on attaque Failure Frame ou Azure Waku no Jotaiju Skill. Et le titre est hyper long. Donc en gros, on suit l'histoire de Toka. Donc lui et sa classe se font TP dans un autre monde. C'est un isekai. Par une déesse où ils ont pour but d'aller éliminer, on va dire, le mal de ce monde. Je crois que c'est le roi démon, si je dis pas de bêtises, le roi démon. Mais le truc, donc en gros, tout le monde obtient des rangs S et A, mais voilà, il y en a qui reçoit B et C. Mais notre protagoniste, il obtient un rang E. Il obtient un rang E avec l'attribution d'altération d'état. Donc ça veut dire empoisonner, immobiliser, endormir, ce genre de trucs. Mais comme il est rang E, bah pour la déesse, c'est de la merde. Donc ça fait que elle décide de l'envoyer dans un donjon où ce sont des sortes de ruines où généralement les gens qui vont là-dedans meurent immédiatement. Le truc c'est que, et ça fait que c'est prenant, l'histoire est très prenante parce que lui bien évidemment va se venger. Et ça fait qu'on a une première partie dans le donjon où il essaie de survivre, c'est super dur, mais après il va s'en sortir bien sûr. Mais on est sur du dark fantasy. C'est pas dark au point genre à la Berserk, mais disons que le donjon, tu comprends que le taux de chance de survie est extrêmement faible. Après il en sort, il va rencontrer Seras, une sorte de capitaine de la garde d'un royaume déchu, un truc comme ça, où elle a été déchue et on va dire que des gens veulent la tuer, d'autres qui veulent la marier parce qu'elle est très attirante, etc. Donc lui il va s'allier avec elle et les deux vont s'unir pour lui se venger de déesse, mais pour que Seras elle survit. Après ils vont rencontrer d'autres compagnons et ça fait que l'histoire est hyper prenante. Parce qu'en plus on a un protagoniste certes qui est très sympa envers ses alliés, mais par contre qui va vouer une haine envers la déesse et qui est prêt à tout pour l'éliminer, et tous ceux qui mettront des bâtons dans les roues genre en mode ennemi, il n'aura aucun scrupule à les éliminer. Donc ça fait l'histoire, elle est très prenante. Par contre ce qui lui fait extrêmement défaut pour un anime d'action, c'est l'animation. L'animation est aux fraises. L'animation est dégueulasse. C'est pas genre, pour montrer pour ceux qui regardent un peu tout, genre vous voyez la critique qu'il y a eu sur Bloodlock saison 2, c'est pas une animation cassante. Disons c'est une animation, on voit qu'il y a de l'animation, c'est pas des PowerPoint, mais c'est des animations on va dire lotières, genre auxquelles on était là en mode c'est horrible. Et le pire c'est que par moment ça va bien, tu vois, l'animation suit bien, mais par moment l'animation elle suit, franchement tu te dis mais quelle est cette horreur. Et aussi, des fois, ils mettent beaucoup de 3D, mais genre la 3D dégueulasse par rapport aux monstres, etc. Et ça fait, je trouve, dommage, parce qu'on a une histoire qui est très prenante, voilà, t'as envie de savoir la suite, t'as envie de voir le bout du voyage de notre protagoniste et de Toka et de Seras, mais l'animation lui fait du mal, pour aucune raison. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, pour ma part, je le mettrai dans sympa. Parce que là, regardez absolument, franchement, l'animation peut rebuter. Après, pour moi, je le conseille parce que l'histoire est vraiment cool. Mais pour ma part, l'animation lui fait très défaut. Et pour le coup, je le mettrai dans sympa, malheureusement. Donc là, on attaque Isekai Shikaku, donc un Isekai, où en gros, on a notre protagoniste Dazai, dans l'anime, il l'appelle tous Sensei, se suicide avec sa femme. Mais le souci c'est que il se retrouve TP dans un autre monde, un monde fantastique,
Et ça fait que... Mais lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout parce que lui, il veut mourir. C'est quelqu'un qui veut mourir. C'est un anime... Bon, c'est un isekai, action, comédie, fantastique. Avec notre protagoniste qui cherche à mourir. c'est ça. Le truc, c'est que comme il s'est retrouvé TP, il se dit... J'ai peut-être ma femme qui est aussi dans ce monde. Donc le truc c'est que on lui dit oui va chasser le roi démon machin parce que c'est un peu ça l'histoire, mais lui il s'en fout, lui il s'en fout de ça, genre il lui dit oh bah même si le roi démon me tue tant mieux tu vois. Et le truc c'est qu'il va se faire accompagner par la prêtresse qui fait les invocations, va rencontrer d'autres gens et après on apprend que le roi démon est mort et que les héros qui ont tué le roi démon en fait vont imposer un règne tyrannique envers toute la planète, envers même tous les royaumes de ce monde isekai. Et lui, c'est un écrivain. Donc lui, il faut savoir, c'est un écrivain. Ça fait que son but, c'est de retrouver sa femme. Et en même temps, dans l'histoire, il va bannir tous ses héros en écrivant une histoire intéressante sur eux. Donc ça fait, on va suivre chaque antagoniste, leur passé, etc. Après, il va être suivi par aussi des alliés. Hein. Donc, on a Annette, la prêtresse. On a Nier, un jeune guerrier prometteur. Et on a Tama, une sorte on va dire, de femme chat, douée sur les arts martiaux. Et qui est une princesse de son royaume. Donc, ça fait les trois le suivent. Sachant que les deux personnages féminins sont on va dire amoureuses de lui, en soi ça se voit. Et donc on va suivre leur aventure à bannir ces héros méchants, tout pendant que lui va essayer aussi de retrouver sa femme. Donc ça fait c'est très comédie, parce que c'est un mec qui veut se suicider, comme les autres ils savent qu'ils cherchent à se suicider, bah ils essayent de tout faire pour pas qu'il meure. Donc c'est... Franchement, au début j'étais sceptique, parce que je dis ouais un écrivain dans un isekai, je vois pas trop le délire. Et après j'ai regardé, j'ai vu le premier épisode, j'ai compris. J'ai compris que le banger était là. Donc ça fait, j'ai surkiffé, c'est très prenant, on a de bonnes histoires et tout. On a de bonnes histoires, que ce soit notre protagoniste, même les personnages secondaires. J'apprécie énormément et ça fait qu'en plus on rigole bien parce que c'est une comédie qui est là aussi pour bien nous faire marrer. Donc personnellement je mets à regarder absolument et je vous le conseille fortement d'aller le regarder lui aussi. Donc là on est sur la saison 2 de The War of God, donc après que Bam se soit fait jeter dans le vide par cette connasse de Rachel. Et ça fait qu'on suit Bam qui est de retour, qui s'est entraîné, comme on avait vu à la fin de la saison 1 avec cette fille du FU, je crois qu'il fait partie du FU, une organisation terroriste dans l'histoire, que lui rejoint, qui lui pour son but est de remonter, de continuer à progresser dans la tour, qui je pense aussi va essayer de se venger de Rachel. Et donc voilà, on reçoit Bam qui va essayer de remonter, va découvrir de nouveaux alliés, même si c'est quelqu'un qui joue maintenant très solitaire avec tout ce qui s'est passé. Et bien évidemment, à force, il va rencontrer ses anciens alliés, mais il essaie quand même de cacher son identité, qui je pense dans pas très longtemps se fera découvrir, parce que là c'est en train de continuer. Ça fait que j'étais content, parce que Tower of God, l'histoire est vraiment cool, mais on sent dans cette saison 2... Comme à la base c'est un webtoon ou un manhwa, je sais pas, j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Le truc c'est qu'il manque beaucoup d'infos, ça se sent qu'il manque des informations, qu'il manque des trucs. Alors après les musiques top tier, franchement les musiques de Tower of God, déjà dans la saison 1 ça m'avait super choqué, mais la saison 2 toujours pareil, c'est toujours des OST auxquelles tu sais qu'elles sont excellentes. Et par contre, l'autre défaut auquel la saison 2 me fait très mal, c'est l'animation. L'animation est aux fraises. C'est triste à dire, mais elle est aux fraises. Je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à la saison 1. La saison 1, l'animation était vraiment bien. Mais alors la saison 2, c'est waouh. Par moments, c'est dur. Et j'ai trouvé dommage. Mais heureusement qu'on a une histoire qui est quand même assez prenante, même s'il manque des infos. Donc, le truc c'est que là on est sur un stade on va dire qui est un petit peu mou que je trouve par rapport à l'œuvre, même si là en ce moment l'anime continue pour automne et là au moment où ça continue c'est plus intéressant. Donc pour la part, pour le début je dirais de la saison 2, la partie 8, je mettrais dans sans plus, même s'il y avait quelques bons épisodes mais c'était plus sans plus, j'étais pas motivé réellement
à suivre, on va dire, cette saison 2, mais je l'ai fait parce que j'avais vu la saison 1 et j'avais bien aimé, donc voilà, on va dire, j'ai regardé par rapport à ça. Donc là, on attaque Katsute Mao Shoujo to Akuwa Tekitai Shiteita. Donc en gros, on suit Sean Miller, donc Miller, on va dire, qui est le bras droit d'une organisation maléfique qui a pour but de envahir la Terre, et il va rencontrer Byakuya Mimori, donc une magical girl, une sorcière qui elle a pour but de faire face à cette organisation. Et ça fait que on a de la romance et de la comédie entre les deux, qui est excellent. Je vous dis excellente. C'est très, on va dire, c'est très mignon. La romance entre les deux, c'est, on va dire, c'est chou. C'est chou. C'est chou et c'est très très drôle. Franchement, on rigole très très bien. La romance, elle est bien amenée. L'anime, il est beau. On a une animation qui est vraiment sympathique parce qu'il y a 2-3 combats, même si c'est des combats très très courts parce que c'est pas le thème principal du truc. Et ça fait que voilà, c'est assez drôle, sachant qu'on a Miller qui est très amoureux de Byakuya, mais comme il est c'est un personnage qui est très mignon. Le mec, des fois, il est à bout de souffle. Il en fait exploser je ne sais combien de paires de lunettes. Après aussi, voilà, on a Mimori, donc la sorcière qui est qui a comme mentor un ange qui se fait passer pour un animal, genre un gros chat humanoïde. Donc d'ailleurs, ce chat humanoïde est très méchant envers elle, il est même très pervers. Ça fait que Miller va la protéger de Mimori de ça, mais en même temps, comme ils sont ennemis, lui il faut qu'il serve sa cause, mais en même temps il veut pas aussi faire du mal à Mimori, etc. Et ça fait qu'aussi on a eu des passages dans l'anime qui n'étaient pas dans le manga. Alors, il faut savoir aussi que c'est ça qui est triste, c'est que l'autrice du manga est morte et n'a sorti que 3 tomes. Ça fait que l'œuvre, on peut pas l'amener plus loin. Donc il y a eu l'arc, on va dire, de Noël qui n'est pas dans le manga et qui a été créé pour l'anime, qui est d'ailleurs, je trouvais, très bien fait. Donc je me dis, le truc c'est que ceux qui ont fait l'arc de Noël ont très bien amené la chose, ont très bien compris l'œuvre de Katsute Mao Shoujo. Et d'un autre côté, je me dis, ça serait bien qu'ils continuent à faire quelque chose qui n'est pas. Mais le truc, c'est, en même temps, est-ce que l'autrice aurait voulu? C'est toute une question sur ça. Mais c'est dommage parce que c'est une histoire auquel on verra jamais le bout. Et je pense que l'anime, c'était pour rendre hommage à cette autrice par rapport à cette œuvre. Et je trouve ça vraiment dommage par rapport à ça. Mais j'ai beaucoup aimé l'anime. C'est des épisodes, je crois, de 9-12 minutes. C'est très court. Mais je trouve c'est très suffisant, même si j'avoue j'aurais bien voulu que ça dure 24 minutes parce que c'est tellement bien comme œuvre. Donc pour ma part je le mettrai dans à regarder absolument. Donc là on attaque Mech Héroïne Ga Oisugiru ou Makein tout simplement. Makein, Too Many Losing Heroine. Donc en gros on suit Nukumizu. Donc c'est un lycéen ou voilà qui se fond dans la masse, qui est pas populaire forcément. Et en gros, il va voir une de ses camarades de classe, Anna, qui va se faire larguer par son copain, par son ami d'enfance, parce que le mec est pris, on va dire, est amoureux d'une autre fille qui est très populaire dans la classe. Ça fait que en fait, Nukumizu en fait va récupérer Anna, genre à la petite cuillère. Alors pas forcément dans le mode je vais la draguer, mais plutôt en mode elle l'a vu, Anna son vu, Anna va le voir, lui passer malheur, lui il est là en mode je te récupère la petite cuillère. Et le truc c'est que lui va essayer de la réconforter et ça fait que elle comme elle a pas d'argent et que lui a payé à bouffer et tout parce qu'ils étaient une sorte de McDo, un truc comme ça, ça fait qu'elle lui doit des dettes, donc ils vont se voir souvent. Et en fait dans l'histoire c'est que ce Nukumizu, en plus d'Anna, va tomber sur d'autres filles qui vont subir le même truc que le même souci que Anna a subi, genre Lemon et Chika, qui vont subir la même chose, qui sont amoureux de quelqu'un, et que finalement cette autre personne est prise d'une autre personne, donc ou déjà en couple avec une autre personne. Et ça fait que lui il est là en mode je récupère tout le monde à la petite cuillère. Ça fait que c'est très drôle. Mais voilà, on a après bien évidemment
On va avoir la phase où il récupère la petite cuillère, il y a la phase où nos héroïnes vont passer à autre chose, même si par exemple Anna des fois va revoir son ancien copain avec la nouvelle fille, ça fait qu'on va dire ça la met dans l'aplomb, mais c'est surtout dans la comédie. Et ça fait qu'il y a lui qui va essayer d'aider ses filles à les réconforter, à essayer de passer à autre chose. Donc ça fait que bien évidemment on a des moments où on sent que ces filles vont être plus éprises, envers Nukumizu. Et ça fait que c'est super intéressant. Non seulement c'est de la romance comédie auquel vous tapez des barres, franchement on se tape de super bonnes barres. L'animation elle est au top, il y a de très bons plans, de très bonnes mises en scène. C'est très prenant à regarder, franchement, vous enchaînez les épisodes s'il faut. Bon, moi j'ai dû attendre une semaine, donc c'était horrible. Mais l'attente était forte et ça j'ai beaucoup aimé. Donc, franchement, excusez-moi, j'ai des hauts de cœur. Si vous aimez la comédie et la romance, regardez McCain. C'est un banger absolu. C'est l'un des animés que j'attendais le plus chaque semaine, tellement je kiffais ça. Donc pour ma part, je le mettrai dans à regarder absolument et je vous le conseille très fortement, bien évidemment. Donc là, on suit Maogun Seikyu no Matsusushi wa Nigendata. Donc en gros, on suit Ike, qui est le petit-fils d'un très célèbre démon. Et qui est un puissant magicien qui s'en stratège. Et en fait, Ike va être formé par ce démon. Mais il faut savoir, c'est que Ike, dans l'armée du roi démon, c'est un humain. Et il cache son identité. Donc le souci, c'est que il y a on va dire son mentor, c'est qu'il est humain. Après, il y avait aussi son grand-père. Et le truc, c'est qu'en fait, il sert la reine démon. Il sert la reine démon et son but, c'est de capturer les villes parce que les démons sont en guerre contre les humains. L'histoire est très sympa. L'animation, c'est mitigé, sachant qu'on a certains monstres ennemis, on va dire monstres ennemis ou unités sont en CJ dégueulasse. Mais voilà, on est sur une bonne histoire. Où voilà, en tant qu'humain, il va mettre des mesures où humains et démons vivront main dans la main. Sachant qu'on a des démons qui ne veulent pas, donc il va essayer d'éliminer ses traîtres, ses rebelles. Il va affronter bien évidemment les humains qui sont contre ça. Il y a d'autres royaumes humains ou factions humaines, cités-états, qui eux s'en foutent que les démons gagnent la guerre ou pas, que tant que ça sert leur intérêt dans le genre mode parce que voilà, c'est une cité-état dans le commerce, donc voilà, eux, tant qu'il y a du commerce, c'est pas un souci. Donc voilà, c'est pas du genre les démons très méchants qui veulent massacrer tous les humains. Non, c'est juste une guerre entre deux factions, plusieurs factions d'humains contre les démons. Mais voilà, il n'y a pas de gentils méchants, c'est une guerre classique avec des thématiques comme le racisme. La haine du prochain, l'acceptation des autres, ce genre de trucs. Voilà. Et franchement, j'ai bien aimé. Certes, l'animation n'est pas au top, mais j'ai bien aimé. Donc, pour le coup, je le mettrai dans sympa pour celui-là. Donc là, on attaque Mayonaka Punch. Donc en gros, on a Masaki qui était dans un groupe très connu de youtubeuses des Harikiri Sisters, qui va se faire gerter du groupe parce que les deux autres décident de la gerter. En plus en plein live et elle s'est fait passer pour la méchante dans l'histoire, même si c'est vrai qu'elle a fait de sales trucs dans le groupe. Et le truc c'est que elle est dans un sale mood et elle rencontre Liv, une vampire, et donc Liv elle veut lui sucer le sang. Et donc ensemble, mais elle a dit pas tout de suite, mon but c'est de créer un nouveau live. Elle veut créer une nouvelle chaîne YouTube où elle veut atteindre le million d'abonnés. Elle veut essayer de ressortir, mais le truc c'est que Masaki est très traumatisée par le fait de se faire virer par son gros et le fait qu'elle se tape que des haters. Donc ça fait qu'elle va être en coulisses, elle va créer avec Liv une nouvelle chaîne YouTube et Liv et ses colocs qui sont aussi des vampires vont créer donc cette chaîne YouTube et ça va être que les vampires qui vont être sur la chaîne YouTube. Masaki elle est en retrait, elle veut pas se montrer.
Donc après tout ça, ça va évoluer. Donc ils vont créer ça. Au début, ils vont faire des trucs full surnaturels en disant oui, c'est des effets spéciaux. Mais chez les vampires, il y a une hiérarchie et la chèvre les empêche en mode non, les vampires doivent se cacher, doivent pas montrer leur pouvoir. Donc la première chaîne est supprimée. Donc ils décident de recréer une chaîne plus dans style youtubeur qui fait du contenu tendance, genre méta, du genre, je sais pas, visiter, faire du urbex, du faux urbex, ce genre de trucs. Urbex ou du genre on va manger les trucs qu'on n'aime pas, c'est dégueulasse, ce genre de trucs. Et ça fait que bien évidemment elle va faire des collabs, donc tout ce qui est avec YouTube. Elle va aussi faire face à ses anciennes, on va dire ses anciennes collègues, donc ça fait que par moments c'est dur. Et en vrai c'était sympa à regarder, c'était sympa. Alors ils mettent un peu de comédie, alors la comédie ça fait sourire mais ça fait pas rigoler. Mais ça restait quand même sympa à regarder, même si c'est pas un truc auquel j'attendais forcément chaque semaine. J'ai regardé bien évidemment chaque semaine quand l'épisode sortait, mais c'est pas le truc que j'attendais. J'étais pressé à lancer l'épisode, quoi, si on peut dire ça. Donc pour le coup, je le mettrais dans sympa pour ma part. Donc là, on attaque Mob, Kara, Hajimaru, Tensaku et Yutan. Donc en gros, on suit Kaito, un lycéen qui va dans une sorte de donjon et qui va chasser des slimes en solo. C'est un professionnel pour tuer les slimes. Et le truc, c'est que c'est son quotidien. Et à un moment donné, alors, il va découvrir une carte de serviteur qui vaut très cher. Et en fait, il peut invoquer des aides mythiques. Et il décide d'invoquer donc Sifi, une Valkyrie. Et en fait, vu qu'elle est très pétée, mais même si lui au début pas confiant, parce que les cartes de serviteur, en fait, ça invoque on va dire, des enfants, si on peut dire ça. Des enfants carrément. Ça fait que le mec dit oh, elle a pas l'air si pétée, mais en fait elle est très pétée. Et ça fait que ils vont décider d'aller dans les étages plus loin au lieu de chasser que du slam. Et en allant plus loin, en fait les cristaux qu'ils ramassent en fait deviennent de plus en plus chers, parce qu'en fait c'est un système de donjon où tu chasses, tu récupères les cristaux et tu gagnes de l'argent. C'est pas un truc donjon pour essayer de survivre, je sais pas trop quoi. Non, c'est surtout pour ça, même si on peut se faire tuer, on va dire tuer, mais il ne le montre pas comme ça, mais on peut être blessé, etc. Donc après, il va rencontrer d'autres cartes de serviteurs, il va rejoindre un autre groupe pour faire les aventures. Ça fait que donc on va apprendre les histoires un peu chacun, pourquoi les gens vont dans le donjon. Certains c'est pour essayer de soigner leur maladie, d'autres c'est pour aider, je sais pas, des gens qui sont malades, ce genre de trucs. D'autres c'est juste voilà, chacun a ses raisons si vous voulez. Et ça fait que c'était sympa, mais après voilà, c'est pas l'histoire n'est pas forcément prenante, du genre il n'y a pas réellement un véritable scénario, c'est juste ils font les donjons et qu'ils ont ces cartes de serviteurs. De temps en temps ils vont rencontrer un antagoniste un peu méchant, mais voilà, c'est pas, on est sur un début, je pense, hein. Je pense que peut-être plus tard dans le light novel il y aura de véritables ennemis, véritables monstres extrêmement horribles, et là ça pourrait être intéressant, mais je vais le mettre dans pour le moment, je veux dire, je pense que je le mettrai dans sans plus. On va dire c'est sympa, mais comme il n'y a pas de véritable évolution du scénario, je le mettrai dans sans plus pour ma part, sachant qu'en plus l'animation n'est pas non plus, elle est bien, mais c'est pas un truc qui est poussé ou giga poussé. C'est une animation qui est ok tiers, on va dire, qui est suffisamment bien pour l'œuvre. Juste voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas énormément d'action genre de malade mental, c'est juste des petits combats de chasser du petit monstre, tout simplement. Donc là on attaque Nazeboku no Sekai. Donc en gros, why does nobody remember me in this world? Donc en gros, il y a une grande guerre entre 5 races et l'humanité a été victorieuse, donc par le héros aussi. Donc, et le truc c'est qu'on suit Kai, qui fait partie d'une sorte de force, des forces humaines militaires, et en gros surveille les tombeaux où se sont enfermées les différentes races pour éviter qu'ils reviennent et que la guerre se revienne attaquer. Le truc c'est que le monde a été réécrit. Et en gros, dans un monde où il n'y a pas de site. Donc on est dans un monde où l'humanité a perdu et il reste que des poches de résistance. Et le truc c'est que dans ce monde personne ne connaît Kai. Et
ceux qui connaissaient ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire, dans le monde original, il y avait son ami Jeanne, qui au début dans son monde original c'était sa meilleure amie d'enfance. Dans l'autre Jeanne, c'est juste une chef militaire qui se fait passer pour un homme. Donc ça. Et le truc, c'est qu'il va rencontrer Rin, une sorte d'être où elle a toutes les races, du genre elle est bête mystique, spectre, démon, ange, humain. Et en fait, notre Kai va la sauver, Rin. Ils vont découvrir ses pôles de résistance. Ils vont essayer à ce que l'humanité regagne, à faire face à ce destin qui a été réécrit. Notamment, il y a un monstre, je crois c'est Last Laser, un truc comme ça, qui essaye d'empêcher notre protagoniste de réécrire l'histoire et va affronter les différentes, on va dire les autres races, les autres factions. Ça fait qu'au début on a les démons, après on a les anges, et après en dernier c'est les bêtes mystiques et les spectres, même si avec Last Laser, l'antagoniste qui a réécrit le dessin et qui essaie de faire en sorte à ce que tout le monde obéisse au destin de ce monde, donc même ceux qu'on affronte, ça fait que l'histoire est très prenante. L'histoire est très prenante, mais l'animation ne suit pas. Ce qui est dommage, parce qu'on a une histoire qui est prenante, avec ce système de destin réécrit. On a des personnages, que ce soit les alliés ou même les antagonistes, qui sont aussi très intéressants. Ils sont très souvent tous appréciables. Et on a de superbes OST. On a des OST franchement bien shonen, bien action, qu'on kiffe bien. Mais le truc, c'est que l'animation ne suit pas. Et ça, c'est dommage, l'animation ne suit pas. Alors qu'on aurait un anime style, je sais pas, genre on va dire animation, SNK, genre prenons SNK avec Mappa, je sais pas, on aurait pris Mappa, Ufotable. Je pense que ça serait l'animé du siècle. Franchement, je vous le dis, ça serait l'animé du siècle. Mais on est sur, studio d'animation, c'est Project numéro 9. Je sais pas ce qu'ils ont fait réellement. Mais l'animation ne suit pas pour cette œuvre. Et je trouve ça dommage. Mais malgré ça, je vous le conseille quand même de regarder absolument. Parce que l'histoire et les OST, il y a certains plans et mises en scène que je trouve vraiment stylés. Mais voilà, quand c'est animation ou genre de déplacement des combats, ça suit pas trop. Mais quand c'est des plans fixes, je trouve que c'est vraiment très stylé. Donc pour ma part, je mettrai dans regarder absolument. Donc là, on attaque The Elusive Samurai. Donc ça se passe en 1333 avec Hojo. On suit Tokiyuki Hojo, héritier du shogunat Kamakura, où son clan va se faire massacrer par un membre allié de son clan, par Takoji Ashikaga, pardon. Et il va se faire sauver par un allié, Yorishige Suwa, qui est donc un sorte de prêtre qui détient toute la province de Suwa. Et il va se faire sauver par lui, et son but, c'est qu'il va essayer de mener, on va dire, une vendetta contre celui qui a massacré son clan, parce que voilà, il est menacé par Takoji et tous ses alliés, qui eux servent l'empereur et non pas le shogun, qui vouent loyauté envers l'empereur et non le shogun, même si on sent que ils cherchent surtout à dominer, on va dire, à faire croire qu'ils servent l'empereur, mais en fait c'est surtout pour le manipuler. Et le truc, c'est que l'anime est incroyable. Les plans, l'animation elle est au top. Les plans et les mises en scène, c'est du génie. Donc bien évidemment, c'est un anime très... Alors, il y a beaucoup de comédie, mais c'est très action. Alors beaucoup se sont plaints en mode, oui, c'est un truc qui a l'air très sombre et ça fait de la comédie, ce qui casse le truc. Moi, au contraire, je trouve que c'est bien amené. Je trouve que la comédie dans un anime d'action, parce qu'il n'est pas considéré comme comédie, mais il y a de la comédie. Et je trouve que ça amène une touche originale à l'œuvre, et ça j'ai beaucoup aimé. Franchement, l'anime est prenant, et le fait qu'on a une animation au top, ce qui est encore plus prenant. Et ça j'apprécie beaucoup, surtout que notre protagoniste n'est pas un pro du combat, c'est un mec qui est un pro de la fuite, et de cette fuite il va s'en servir pour affronter ses ennemis et bien évidemment les tuer, malgré face à des mecs qui sont... Après il va pas faire des plans du genre empoisonner ou faire des pièges, il sait se battre à l'épée, mais en fait comme c'est un pro de l'esquive,
et de la fuite, en fait, il va se servir de ça pour éliminer tous ses ennemis. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et franchement, voilà, très. Et après, je me répète, mais les mises en plan, les mises en plan, je veux dire les plans, les mises en scène, l'animation, c'est incroyable. Franchement, tout se concorde, tout se met bien et ça fait que l'œuvre est absolue. Et je vous le conseille fortement de le regarder parce c'est une pépite de l'animation japonaise, je vous le conseille. Donc là, on attaque avec la partie 2, je crois, ou la saison 2 de Spice and Wolf. Toujours aux fraises, hein. Je veux dire, même ça avait continué, je crois, pour printemps, si mes souvenirs sont bons. Toujours aux fraises, Spice and Wolf, voilà, avec nos deux protagonistes, voilà, qui se charrient, où la romance se fait de plus en plus forte. Il y a des drames entre eux. On suit des histoires assez tristes avec d'autres alliés, avec d'autres gens qui vont rencontrer, qui vont aider, qui vont essayer de fuir parce qu'il y a des menaces, etc. Comme j'avais dit, par rapport à la partie précédente. Donc, bien évidemment, toujours appréciable. Spice and Wolf, c'est toujours aussi chill, avec toujours, voilà, il y a quand même un peu d'action, même si c'est pas des combats fous furieux, c'est de l'action. Voilà, genre des fuites, il y a des gens, voilà, des chevaliers qui veulent attaquer, donc voilà, il y a 2-3 petits combats. Moi, Spice of Wolf, pour du slice of life, c'est avec un petit côté fantastique, pour moi, ouais, pareil, à regarder absolument, c'est une œuvre japonaise, je veux dire, c'est un anime qui est très connu de base et qui est toujours au top. Et le remake sublime encore plus l'œuvre. Donc là on suit Orewa Subete Wopari Suru, donc en gros c'est I Parry Everything. Donc en gros on suit Nord où en fait le seul truc qu'il sait faire c'est Paris, donc en gros une technique défensive de parade. Et un jour il maîtrise parfaitement cette parade et va sauver Nord, une princesse d'un royaume, et lui devient son mentor. Et le truc, c'est que le royaume, il est un peu en crise. Il y a des menaces, il y a des monstres qui menacent le royaume. Il y a même d'autres factions, d'autres nations, notamment un empire. Et lui, en fait, est très fort parce qu'en fait, il parie tout. Il parie vraiment n'importe quelle attaque. Donc, ça fait ces deux l'action. C'est l'action-aventure avec un petit côté avec un peu de comédie parce que voilà, comme c'est un mec qui parie tout, ça choque un peu tout le monde. J'ai regardé. C'est sympa. Mais je mettrais personnellement dans 100+, parce que il n'y a pas d'évolution dans les combats. En fait, il fait juste pari. Même si par moment il dit vite, il faut que je me dépêche et que je fasse une parade de ça, que je fasse pari sur ça, sinon c'est foutu, mes alliés vont mourir, ce genre de truc. Mais il n'y a pas d'évolution dans les combats, hein. Le mec est trop pété par rapport à tous ceux qui l'affrontent. Ceux qui l'affrontent n'ont aucune chance face à lui en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Donc c'est pour ça que je le mettrai dans 100+, malheureusement. Donc là on arrive pour la saison 2 d'Oshinoko, où ça se passe pour le théâtre un théâtre qui va qui va utiliser un manga pour l'œuvre théâtrale. Donc on suit bien évidemment nos protagonistes, surtout Aqua. On a Akane et Kana avec d'autres personnages qui vont être dans cette œuvre. Et bon, Aqua, lui, il va là-dedans pour essayer de découvrir un peu plus par rapport à son père qui avait travaillé ici et qui avait trouvé bien évidemment Ai, c'était là où ils se sont rencontrés, qu'ils sont sortis tout ensemble, et lui il est là bien évidemment pour enquêter. Donc ça fait que Ruby n'est pas trop mise en avant dans ce théâtre. Mais après on a eu la phase où après le théâtre, qui d'ailleurs était vraiment stylé. On a une bonne animation et tout de l'œuvre du manga. D'ailleurs aussi on avait eu une petite phase où on avait la mangaka qui voulait pas que le théâtre, parce que le théâtre devait réécrire un peu le scénario ou la présentation des choses, parce que le théâtre tu peux pas tout faire non plus, et que ça fait la mangaka voulait pas, mais finalement elle change de décision parce qu'elle lui ont montré que le théâtre est très différent par rapport à avant, malgré que je sais pas trop comment ça se passe le théâtre au Japon, parce que dans l'œuvre ils montrent le truc avec de l'animation de fou furieux. Bon, moi je suis là en mode ok, why not. D'ailleurs il fait de plus en plus sombre, j'allume la lumière juste après. donc ça. Et non, l'animation elle est folle. Franchement, le théâtre, quand il montre après, quand il on va dire on a
scène de théâtre qui est, on va dire, qui est tournée devant les spectateurs, j'ai trouvé ça incroyable. Mais voilà, ça fait qu'on a Ruby et Mem qui sont très mis de côté. Et c'est surtout voilà, sur Aqua, Akane, Kana, sachant qu'on a Kana qui est toujours amoureuse qui est de Aqua, mais voilà, il y a Akane, donc ça fait qu'il y a une rivale, c'est horrible et tout. Et après, on a la phase qui se passe après, où finalement, attention spoiler, Aqua n'a pas trouvé quoi que ce soit sur son père, en pensant qu'il avait trouvé possiblement son père, mais en fait non, c'est juste deux mecs qui sont morts où il a aucune relation. Et ça fait que le mec est déboussolé, parce que pour lui, en fait, il pense que son père est mort, mais en fait pas du tout. Hein. On voit qu'après, on voit le père qui rencontre même Ruby, sans forcément qu'il se parle, mais qui rencontre. Donc voilà, aussi il y a ce truc intéressant avec cette fille corbeau, on va dire, cette fille avec les corbeaux là, qui connaît tout, c'est très étrange, ça devient très surnaturel. Et après voilà, on a Ruby qui découvre la mort du professeur, donc Aqua, genre son ancien corps, et que ça fait qu'elle a les étoiles noires et tout, et à ce moment-là, et son but c'est d'essayer de trouver celui qui a tué, on va dire celui qui a tué le professeur, donc son père, hein, donc voilà, son but c'est, elle va essayer de le tuer, et je crois même elle va se servir d'Aqua, parce qu'elle avait vu avec Akane, elle va se servir d'Aqua pour que Aqua tue machin et tout, et j'étais en mode waouh, la grosse dinguerie à la fin. Et par contre après j'étais triste parce que Kana, putain, la pauvre, genre Aqua, genre qui prévoyait la rupture avec Akane, que Akane était prête pour ça, et que finalement tu les vois les deux ils s'embrassent, et Akane qui dit à Kana que maintenant la fausse relation, maintenant c'est plus que ça, et tu vois Kana, j'étais en mode non parce que moi je suis team Kana, donc pour ça. Mais franchement cette saison 2 elle est incroyable, j'ai tellement hâte de la saison 3, donc à regarder absolument, bien évidemment. Donc là on attaque Shikanoko Noko Koshin Tantan. Un anime auquel on va parler très vite. En gros c'est un anime où on suit Torako qui a été une délinquante qui essaie de se faire passer, qui a décidé de changer pour devenir une fille super populaire, parfaite, et que elle veut oublier son passé de délinquante, et qu'elle veut pas que les gens connaissent qu'elle a été délinquante. Et elle rencontre Nokota, une fille avec des bois, une sorte de fille cerf. Et le truc c'est que le premier épisode, on va dire, voire même le deuxième, c'était rigolo, tu vois, parce que c'est très axé sur la comédie. Mais tout le reste, ça a été une purge de la comédie. Ça faisait même pas rigoler, ça faisait même pas sourire. C'était une purge sans nom. C'était horrible, je n'ai pas compris la hype dessus. Je me suis dit, ouais, les gens sont hype et tout. Et je me suis, mais emmerdé, c'était nul. Franchement, c'était nul. Shikanoko, c'est nul. J'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça nul. Et je me suis forcé pour ça, parce que je me dis, ouais, vas-y, je commençais, peut-être je me suis trompé. J'aurais pas dû. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça finit dans mauvais pas aimé, ou pas aimé. Franchement, c'est nul. Je vous le conseille vraiment pas de regarder ça. Regardez d'autres animes comédies, regardez-les, genre regardez Makein, mais pas ça, s'il vous plaît, pas ça. Donc là on attaque Shinmai Osan Bukensha. Donc en gros on suit Rick qui est dans la trentaine, et le truc c'est qu'il galère à devenir un aventurier avec un gros rang, parce que souvent c'est les gens qui sont jeunes et il faut le faire le plus tôt possible, mais lui il a 30 ans. Et le truc c'est que tout le monde pense qu'il est faible, mais en fait il est très pété. Parce qu'il s'est fait entraîner par la meilleure équipe de rang S, qui contient Broxton, Alice Red, Misette et Rinette. Et ça fait qu'au début on suit un peu son histoire, parce que même lui des fois se sous-estime et tout. Et il va être voilà, donc bien évidemment on a Rinette, l'elfe noir qui va la suivre et tout, parce que voilà, ils se connaissent très bien et tout. Après il va se faire attaquer par une famille où les mecs ils pètent plus haut que leur cul, la famille des Dirmuites. Mais après il va battre toute la fratrie, et Angelica aussi qui va battre, et qui lui va aussi former avec l'entraînement hyper dur où tu en meurs, ce genre de truc, mais t'inquiète pas, tu te fais ressusciter. Au début j'étais en mode ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus fou. Après je me dis bon, on va dire la romance qui se fait avec Rinette, je me dis ça peut être intéressante et tout.
Et après, j'ai vu les derniers épisodes. Là, sur le dernier arc où ils font le tournoi dans l'arène. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, cette œuvre-là était un banger absolu. Le fait que Rick, quand il fait le combat, je veux dire, où il y a, on va dire, il y a le sort d'homme lézard avec Giz. Il y a aussi Kelvin, le champion de l'arène depuis très longtemps, et Broxton. Incroyable, c'est une œuvre absolue. Les combats, ils étaient fabuleux. Alors qu'au début, les combats, c'était ouais, c'est bien, mais c'est pas plus, tu vois. Et les derniers combats, mais c'était une dinguerie, une dinguerie. C'était tellement c'était tellement kino, tellement shonen. J'étais en mode, mais c'est incroyable. C'était incroyable, c'était de fou furieux les combats. Les combats, tu hurlais presque tellement c'était intense. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de la suite et j'ai hâte que ça continue comme ça parce que franchement, c'était au début j'étais moyen et en fait non, en fait c'est un banger qui était caché quoi. Donc pour ma part, je le mettrai dans regarder absolument et je vous le conseille fortement, bien évidemment. Donc là on attaque avec Shai saison 2, donc Shai saison 2 avec de nouveaux alliés. Pardon. De nouveaux alliés avec cette fille ninja d'un clan de ninja qui va aussi, et donc avec Almari qui décide d'attaquer de façon assez forte avec plusieurs membres du groupe d'Almaric, notamment la jumelle de cette fille ninja qui en fait partie. Et en vrai c'était très cool parce qu'après on avait aussi celle, la sorte de clown qui a perdu la mère de l'héroïne, la russe. Excusez-moi, j'ai plus trop les noms. J'ai plus trop les noms. Spirit, ouais, voilà, Spirit avec ouais, c'est Kufufu. Donc voilà, ça fait qu'on a Spirit Kufufu. Il y a des dialogues très intéressants entre les deux parce que voilà, Spirit était la fille d'une des membres d'Almari qui avait été ressuscitée, que Kufufu aimait beaucoup. Donc voilà, après on a les héros qui interagissent, on va dire Almari qui attaque de façon assez violente. Et ça fait qu'on suit un peu cet arc. Cet arc était bien, mais je sais pas, j'étais pas autant hype que la saison 1, où la saison 1 j'avais beaucoup kiffé. Il y a eu une différence par rapport à ça. Mais je sais pas, peut-être parce que c'était tout un arc ou que peut-être par moments ça traînait. Je pense que c'est le fait que ça traînait. Mais pour cette saison 2, pour ma part, je le mettrais dans sympa. Je le mettrais dans sympa. Mais après, je vous le conseille de voir. Shai est une très bonne œuvre. Je vous le conseille de voir. Mais je pense que la saison 2 était plus dans le sympa, même s'il était pas loin de la regarder absolument. Mais pour ma part, je pense qu'il est. Voilà, il est plus dans sympa pour le coup. Donc là, on a eu Tensei Shitara Slime. Donc quand je me réincarne en Slim. Donc la suite, voilà, la saison 3 qui est toujours à son cours. Donc sur cette partie d'été, c'est. Après, ou je crois que c'est pendant le fait avec Hinata, donc voilà, qui veut affronter Limul, mais en fait c'était un piège des mentors de Hinata qui voulaient éliminer Hinata, bien évidemment. Donc on a eu toute cette phase où les sages, je crois que c'est les 7 sages, se sont fait massacrer. Et Hinata découvre le royaume de Limul, qu'en fait c'est un royaume tout à fait bien. Et après, Limul décide donc de créer une sorte d'arène avec un labyrinthe où les aventuriers pourront explorer le donjon et tout. Donc c'est très centré sur ça. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très cool à suivre, c'était calme. Et on sent le calme avant la tempête. Voilà, j'avais beaucoup aimé, surtout que voilà, on avait donc le dragon, putain j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Démiurge, hein, si je dis pas de bêtises. Veldora, pardon. Démiurge, je sais plus qui c'était. Bref, on a Veldora qui voilà va avoir sa propre salle de boss et tout, donc c'était cool. Mais voilà, après Limul va découvrir aussi d'autres personnages. Il y en a un où ils se considèrent comme le héros. Ce genre de trucs, d'autres monstres, on va dire monstres, hommes bêtes, etc. Donc ça fait que c'est plutôt cool. Après aussi on a des antagonistes, genre une sorte de fille qui a l'air très bon en économie, là, les marchands de l'ouest je crois, ou de l'est, je sais plus, qui essayent de niquer un peu tout en termes de commerce et de faire face à Limul.
Donc, mais je pense que ça, les combats entre eux, ça va être après cette saison 3 qui s'est terminée. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Tensei Slime, vous savez, sur les tier lists, vous l'avez vu sur Twitter, j'en parle beaucoup. À regarder absolument, je vous le conseille fortement, bien évidemment. Donc là on attaque Tokidoki Bosoto Roshiago, donc avec Alia sometimes hides her feelings in Russian, donc en gros cache ses sentiments en russe. Donc en gros, on a donc Alia ou Alissa qui est une fille, bien sûr populaire, on va dire populaire, pas forcément, mais en gros, c'est la fille belle, etc. Et elle est très souvent avec Kuze, donc notre protagoniste. Les deux sont les protagonistes, mais en gros, ils traînent ensemble. Le truc, c'est que Alia, en fait, quand elle veut cacher ses sentiments ou elle veut pas des trucs qu'elle voudrait dire à Kuze, elle le dit en russe, mais le truc, c'est que Kuze connaît le russe. Sait parler le russe et comprend le russe. Donc ça fait que, on va dire, il sait ce qu'elle dit, mais il fait style qu'il comprend pas, quoi. Donc c'est parce que sinon, s'il lui dit dès le début, en fait, il n'y a pas d'histoire, quoi. Donc ça fait que voilà, c'est comédie romance entre les deux. Bien évidemment, il va y avoir d'autres personnages qui vont se rajouter, donc la sœur d'Alia, mais il y a aussi Yuki, la sœur de Kuze, donc Yuki qui, bon, c'est pas vraiment des frères et des sœurs, mais voilà, je crois c'est, je sais plus trop comment par rapport à l'histoire, c'est genre des familles recomposées, ce genre de truc, on va dire ce genre de truc, genre de clan de famille, mais ça fait que Yuki, on va dire sa sœur et en kiffe sur Kuze, donc donc ça fait que ça amène à des relations, on va dire, ça fait qu'il y a des triangles amoureux, et ça fait et surtout que voilà, Yuki c'est un peu la sœur on va dire pas qui fait marrer en foutant la merde dans les histoires d'amour et tout, et ça fait que ça amène à des scènes extrêmement drôles. Donc voilà, après on est sur une saison 1 où la romance entre Alia et Kuze n'est pas encore au top. Voilà, où c'est juste un tout petit début et que je pense dans la saison 2 3 ça va être très intense, comme on a typiquement dans les animes comédie, où au début il y a des petits moments, voilà, c'est surtout beaucoup de comédie, et voilà, on va avoir des moments romance où on va être là, trop bien, tu vois, et après dans les saisons que je pense qu'on va suivre, ça va être très axé sur la romance et après un peu moins la comédie. Mais voilà, après c'était cool parce qu'après à la fin on a eu Yuki et Alia qui s'affrontaient pour être je crois la présidente du conseil d'élèves, donc c'était très 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 cool, avec Kuze qui affronte sa sœur et tout. Donc j'ai beaucoup aimé, donc voilà, très bon animé comédie roman, je vous le conseille à regarder absolument. Et aussi bon, il y a aussi de l'ecchi, j'ai oublié d'en parler, mais voilà, après c'est une excellente comédie romance, donc à regarder absolument. Donc là on attaque Wistoria. Donc Wistoria, c'est l'histoire de Will qui intègre l'académie magique pour se hisser au sommet, on va dire, des meilleurs mages. Mais le souci, c'est qu'il ne sait pas utiliser la magie. Il ne peut pas utiliser la magie, il ne sait pas utiliser la magie. Par contre, il est excellent au combat à l'épée et même en conditions physiques. Voilà, c'est un mec qui est très puissant, il court très vite, il peut faire des super bons, etc. Mais il ne sait pas utiliser la magie, donc rejoindre une académie de magie sans savoir utiliser la magie, c'est un peu bizarre. Bon, après, il est très fort en théorique, mais en pratique, il est nul, quoi. Donc il se fait, on va dire, il subit du harcèlement, même s'il le prend pas mal, en mode il s'en fout, parce que lui il a un objectif en tête, il veut l'atteindre, mais voilà, il est la risée par rapport aux autres, il est très mal vu, etc. Il y a juste une fille, Colette, qui elle est très sympa avec, et son but donc c'est d'être au sommet pour rejoindre son ami d'enfance, Elfaria, qui est membre des meilleurs mages, je crois qu'ils sont un total de 5, et son but pour lui c'est de la rejoindre, et donc ça fait, il va dans un donjon auquel voilà, les élèves de magie vont dans un donjon, faire les donjons, essayer de descendre les étages et tout, comme Danmachi, parce que le scénariste, c'est fait par le scénariste de Danmachi. Donc je me suis dit, j'ai confiance en ça, parce que Danmachi c'est très prenant en termes d'histoire, moi j'apprécie beaucoup. Et bordel, non seulement l'histoire est prenante, mais l'animation, les gars, l'animation, mais waouh,
c'est une dinguerie. C'est fait par Acta, c'est Bandai Namco Pictures, mais ils se sont déchaînés. Je n'ai jamais vu une animation aussi fabuleuse. Au début, genre au niveau des visages et tout ça, je me suis dit c'est pas mal. Il y a 2-3 trucs de magie. Je dis ok, c'est pas mal. Mais dès le moment où il va affronter Julius Reinberg, je veux dire, à un moment, il y a une scène où genre il y a Julius qui fout la merde dans une taverne de nains. Parce qu'il faut savoir, il y a du racisme envers les nains. Et par contre, il y a une éloge envers les elfes. Et par exemple, donc il y a ce Julius, ce mec de glace, qui fout la merde avec ses 2 acolytes. Et quand on voit Will qui prend les mecs, qui les éclate au sol, j'étais en mode. Mais l'animation, attends, l'animation s'est déchaînée pour juste prendre 2 mecs, les éclater au sol par terre. Genre les prendre comme ça et les éclater. Je fais waouh. Après les 2 s'affrontent, l'animation qui est poussée, je fais waouh. Après il y a le combat Julius-Will à l'académie de magie dans une sorte d'arène où non arène, genre il y a une épreuve de magie où ils doivent récupérer un cristaux pour gagner la partie qui se déchaîne, l'animation se déchaîne, il y a les plans, les mises en scène et tout qui se suivent, je fais what the fuck. Et après il y a l'arc du donjon, mais l'arc du donjon qui est déjà ultra violent. Pas forcément en animation, même en termes d'histoire, on a l'apparition des premiers antagonistes, on a des profs qui se font tuer, des élèves qui meurent et tout. Après, ils rencontrent une sorte de monstre chimère, genre être humanoïde avec des ailes noires, draconiques, ultra violent. Donc ça fait avec lui son groupe des meilleurs mages, on va dire, meilleurs mages de sa classe parmi les élèves qui galent à affronter. Et après, il y a eu la scène de l'épisode 11. La scène de l'épisode 11. Will avec son épée de feu avec les yeux rouges, avec la sorte de musique un peu mélancolique, un peu épique, mélancolique, où il tue le dragon en le coupant en 2. What the fuck. Mais l'animation qui se sont déchaînées, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, j'étais mort de rire, j'étais subjugué. Et franchement j'ai compris que Wistoria c'était à ne pas déconner. Et bien évidemment je vous le conseille d'aller le regarder absolument, c'était un banger absolu. Et là on attaque avec VTuber Nandagai Shinkei Wasureta. En gros on suit une VTubeuse avec une société live on, on va dire une sorte de holo live. Et en gros on suit Shinon Danyuki, donc une VTubeuse de 3ème année, donc c'est-à-dire c'est de la 3ème génération, qui a oublié d'éteindre son live, alors qu'à la base elle joue la princesse froide, etc. Et le truc c'est qu'elle aime beaucoup une sorte de marque de bière en canette, et le truc c'est que comme elle n'a pas coupé son live et qu'elle a picolé, elle était complètement torchée. Et ce qui c'est donc tout le contraire de son personnage, et genre en mode voilà la joie de vivre, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, l'écart entre ces 2 facettes, ça a créé un hyper buzz, et ça fait qu'elle est devenue extrêmement connue, et que voilà, ces éditeurs, ils sont là, au fait, on va continuer dans cette lancée. Et le truc, c'est qu'elle va rencontrer d'autres VTubeuses, soit des premières générations, genre comme ses mentors, ils vont faire des trucs, et les nouvelles générations qui sont tout aussi pétées du cerveau que notre protagoniste. Donc après on est vraiment dans le très classique VTuber, ils font des collabs, des concerts, des sortes de questions surprises, il y en a ils pètent des câbles, ou presque ils vont dire des trucs genre très sexuels, très érotiques, genre des trucs, genre des dérapages de fous furieux, comme un peu dans le monde du VTubing avec VShoujo, avec HoloLive, genre c'est vraiment typique vraiment des VTubers que l'on a. Donc moi j'ai bien apprécié de voir cet homme, mais après c'est pas révolutionnaire, c'est juste sur le VTubing comme on le connaît sur Twitch ou sur YouTube, avec les VTubers connus comme Iron Mouse, comme Pekora, comme Calliope, etc. Donc voilà, pour ma part dans celui-là je le mettrais dans sympa pour le coup, parce que c'était quand même sympa à regarder. Donc là bien évidemment on a terminé le classement, donc j'essaie de pas trop spoil, parce que voilà le but c'est aussi de vous donner envie de regarder peut-être certains animes que vous avez pas vu. Et là on va aller mettre le meilleur pour moi de cette saison. Donc voici, on va mettre ceux à regarder absolument. Donc
Si on part dans l'ordre du moins bon au meilleur, je pense que, plutôt dans l'appréciation, je pense que je vais mettre Spice and Wolf. Je vais mettre peut-être... allez, on va mettre Tensura. On va mettre... non, même Nazeboku, puis Tensura. On va mettre Alia. Après, je pense que je vais mettre Gijarem. Je vais mettre... ouais, non, plutôt comme ça. Gijarem, Alia. Je vais mettre Shinmai. Après, je vais mettre celui-là. Je vais mettre Oshinoko. Je vais mettre Isekai. Et après, bon, ça va se jouer sur ces trois. En vrai de vrai, c'est compliqué. C'est parce que chacun a ses points forts. On a Makein, c'est surtout la romance comédie, très bon point fort. On a, pour un anime comédie, on a une animation qui est très cool, les dessins sont jolis et tout, l'anime est très beau, et on a de bons plans, des plans qui sont vraiment très très beaux. Pour The Elusive Samurai, ça va être surtout ouais, l'animation au niveau des combats, etc. Après, l'histoire est pareil. En fait, c'est que les trois ont tous des bons plans et des mises en scène qui se valent, même si chacun est un peu orienté différemment sur l'histoire déjà, etc. C'est très compliqué, hein. Je pense que pour moi, les trois méritent d'être le meilleur. Franchement, pour moi, ils sont à égalité. Mais après, je pense que je mettrai The Elusive en 3ème position. Parce que The Elusive, malgré qu'il y a de super bons plans, etc., mis en scène presque à chaque épisode, on avait quand même des épisodes qui étaient moins prenants par rapport à d'autres qui étaient absolument au top du top. Vraiment au top du top, genre par exemple le premier épisode, voire même le dernier épisode, et pareil, on a 2-3 épisodes comme ça, mais après par moment on a des épisodes qui étaient calmes, et aussi au défaut j'avais oublié de parler de The Elusive Samurai, il y a eu des épisodes, par exemple avec celui-là qui a une très bonne vue, qui a une excellente vue, où il affronte notre Hojo pour une sorte de truc où il faut toucher les chiens pour gagner des points. Voilà, on avait un peu de la 3D alors qu'il n'y en avait vraiment pas besoin. J'ai trouvé ça dommage. Mais The Elusive Samurai, c'est excellent quand même. Mais il y avait des épisodes où voilà, on était là en mode ouais, je sais pas trop. Ouais, c'était pas très, on va dire, très attirant. On va dire où il se passait pas grand chose, ce qui était un peu dommage. Je pense que c'est pour ça que je le mettrai en 3ème position. Et après, bah, ça se joue entre Makein et Wistoria. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Mais je pense que celui qui m'a le plus choc-barre, si je prends celui qui m'a le plus choc-barre, et qui je pense va exceller dans toutes les saisons qui vont arriver si ça continue, pour ma part ça sera Wistoria. Pour ma part je mets Wistoria dans le meilleur, c'est celui qui m'a le plus pris, mais les trois se valent équivalents. Notamment ces deux-là qui se jouent mais à rien du tout, vraiment à rien du tout. Mais pour ma part c'est Wistoria. Wistoria il m'a trop choc-barre, je m'attendais vraiment pas, je m'attendais à ce que ça soit un excellent anime, mais au point qu'il me met une claque dans la gueule comme ça, alors ça je m'y attendais mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais voilà, après je pense que si on fait un petit classement de le meilleur, pour lui ça sera le meilleur dans tout ce qui est action, animation au niveau des combats, et surtout des mises en scène, genre fabuleux. Mais si c'est dans la comédie romance et plus au niveau des plans, je dirais, même si les deux sont très bons au niveau des plans, mais je pense que lui ça serait plutôt lui au niveau des plans, mais lui c'est plus dans les mises en scène et l'animation. Après pour Makein c'est normal, c'est pas du combat, mais voilà, pour les deux, pour ma part ça sera comme ça je pense. Mais voilà, après on a une saison où il y a eu beaucoup d'animes que j'ai beaucoup kiffé, hein, comme vous avez pu le voir.
Même si on a quelques-uns sans plus, et bon, pas juste un seul qui a été mauvais et pas aimé. Après, il y a aussi des animes que j'avais commencé, mais que j'accrochais vraiment pas du tout, et que si je les regardais, c'était forcé alors que j'aimais pas. Bon, il y avait que Shikanoko où je voulais vraiment être sûr si c'était vraiment juste quelques épisodes nuls, mais en fait, non, c'était tout. Mais il y en a d'autres où tu sentais que, franchement, ça me faisait chier de les regarder. Donc, ça fait, je les ai pas mis. Parce que voilà, après sinon ça fait trop d'animes à regarder, à un moment donné j'arrive plus à suivre, mais voilà, donc pour ça sera ça. Donc c'est ma tier list, dites-moi ce que vous en pensez de cette tier list, si vous la trouvez ok, pas du tout, avec vous qu'est-ce que vous aurez mis en le meilleur, ou plutôt qu'a été pour vous le meilleur de des animes d'été 2024. Est-ce qu'il y a des animes que j'ai ratés et que vous me conseillez de regarder dans l'été que j'ai pas vu, parce que voilà, hein, là ça en fait pas mal, hein, des animes que j'ai vus. Donc le débat est ouvert dans les commentaires, hein, mais bien évidemment dans le respect, hein, parce que voilà, on a tous chacun ses appréciations d'anime, etc., de genre. Moi, je suis un peu touche à tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Aussi, je remercie encore toutes les personnes qui regardent. Vous êtes nombreux à regarder les tier lists. Bon, là, on a eu des soucis de deux tier lists qui ont. Donc, celle de printemps 2023 qui a été supprimée à cause des droits d'auteur, à cause d'Aniplex, où un an après, ils décident de dire au fait, on supprime ta vidéo. J'en ai même un autre qui avait été bloqué, mais ça fait. J'ai supprimé un petit passage de 30 secondes au lieu de contester au risque de perdre ma chaîne. Je veux dire, de perdre la vidéo supprimée, voilà, où c'était d'automne 2021, où voilà, des années après, ils te disent au fait, la vidéo passe pas. Donc ça m'a gonflé. Pour printemps 2023, j'essaierai d'en refaire une autre, mais ça sera pas tout de suite parce que ça me prend du temps à faire les montages et tout. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie quand même tous ceux qui regardent les tier lists, parce que voilà, c'est le seul moment où j'arrive à faire de vidéos tier list. J'ai pas envie de faire de vidéos qui me prennent trop de temps, sachant que je fais beaucoup de trucs, ça tout me prend du temps. De faire une vidéo du genre je parle d'un seul anime, de en quoi il est bien, etc. Je préfère de faire des tier lists, moi je trouve ça sympa à faire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, voilà, pour me soutenir, ça m'aide énormément. Voilà, si vous voulez voir les prochaines tier lists des prochaines saisons d'anime, voilà, il faut s'abonner. Et après, voilà, je vous invite bien évidemment à suivre mes réseaux sociaux, même les autres vidéos YouTube qui sont tout aussi bien. Mais voilà, monsieur, c'est très axé sur le gaming, hein, pour vous dire. Mais voilà, me suivre sur Twitch. Sur Twitch, on peut parler d'anime, mais aussi Twitter, où je partage mes appréciations de chaque épisode que je regarde. Enfin, ceux qui sont très très bien, ou les animes qui sont très intéressants. Par exemple, par rapport à cela, je mets pas forcément cet épisode, machin, pour chaque épisode. Mais voilà, où je parle très souvent des épisodes d'anime que je regarde et tout, voilà, auxquels on peut discuter. Je vous invite, tout est dans la description. Je vous invite à suivre aussi sur les autres réseaux, TikTok aussi, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, merci à vous tous pour ceux qui ont regardé la vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et merci encore pour tout le soutien sur YouTube, ça fait très plaisir. En tout cas, des bisous. Ciao, ciao.